Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons voir le protocole PGP qui va refléter un service Internet. Et donc ce protocole, ce qui est normal pour tous les services Internet, c'est des services qui sont sécurisés. Donc on verra l'aspect de sécurité, mais beaucoup plus, ce protocole a été conçu pour permettre la réalisation d'un service sécurisé qui est le service du mail. Donc, on sait que sur Internet, principalement, il y a deux services, les deux grands services qui sont les plus utilisés. C'est le service de navigation à travers le web et il y a aussi le service de communication qui est le mail. Ce sont les deux principaux services qui existent sur le net. Alors, naturellement, on a déjà vu sur le service web qui est le plus utilisé, on a vu qu'il y avait la possibilité au départ, il n'était pas sécurisé, et ensuite, on était obligé de le sécuriser grâce à l'usage du protocole SSL. Donc, ce qu'on a vu l'autre fois, donc c'était SSL qui permettait effectivement de rendre le service web sécurisé. Là aussi, on a le service de mail qui permet de réaliser de la communication. Donc, en général, la communication, vous avez deux partenaires, un expéditeur et un destinataire. Euh, Communément, souvent, on utilise dans la littérature Alice et Bob, donc qui veulent communiquer entre eux. Et donc, s'ils veulent communiquer entre eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, Alice veut envoyer un message sur le net à travers le service de mail. Naturellement, vous avez les fonctions de chiffrement et de déchiffrement. Donc, le message est chiffré, il est envoyé secret confidentiellement sur le net. Une fois arrivé à Bob, il peut le déchiffrer. On a vu dans la communication, ça veut dire qu'à un moment donné, on est obligé d'utiliser des clés de chiffrement, des clés de session, etc. Sauf que dans le mail, si vous voyez un peu la solution du web, celle de HTTPS, donc ce qu'il y avait, il y avait effectivement des deux parties qui permettaient de négocier les paramètres et ensuite de créer une clé de session. Et par la suite, c'est cette clé de session qui est utilisée dans le chiffrement pendant toute la session de navigation. Alors ici, le problème qui va se poser, c'est que quand vous avez le système de mail, alors automatiquement, vous ne pouvez pas avoir la même, je dirais, disposition qui existe entre les deux partenaires. Pourquoi? Parce que quand vous envoyez un mail, rien ne dit que le destinataire est connecté. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser la même solution qui a été utilisée dans SSL. Pourquoi? Parce que dans la navigation, c'est que le serveur en face, il est connecté. Et donc, vous pouvez négocier les paramètres et par la suite, vous pouvez avoir une clé de session qui est utilisée pour les besoins de la navigation en ayant une session qui est confidentielle. Alors ici, Alice, quand elle décide d'envoyer son message, la pratique montre que le partenaire n'est pas forcément connecté. Et donc, la solution telle qu'elle a été utilisée dans SSL ne pourrait pas être utilisée ici. Et c'est pour ça qu'il fallait imaginer et voir un nouveau protocole. Donc, ce n'est pas SSL, donc qui permet effectivement d'avoir la communication et le mail sécurisé. Alors, quelle est la solution? Donc, une première solution, ce qui est l'objet de ce cours, c'est de vous montrer le protocole PGP.
Alors, PGP, c'est un protocole qui, comme son nom l'indique, qui permet d'avoir une meilleure, je dirais, intimité ou une meilleure vie privée. Donc, quand on échange les données, ben, les données vont être réalisées d'une manière sécurisée. Ça veut dire que le but premier, c'est quoi? C'est d'avoir le service mail qui va être sécurisé. Donc ça, c'est le premier point à réaliser et l'objectif majeur de ce protocole. Ensuite, ce protocole, il faut le rappeler qu'il a été créé par un chercheur américain, c'est Phil Zimmermann, en 1991. Donc, c'était vraiment la naissance d'Internet. Et donc, juste après, on a commencé à réfléchir, effectivement, comme je l'ai dit l'autre fois, tous les services d'Internet n'étaient pas sécurisés. Et donc, il fallait vraiment penser à sécuriser les différents services. Alors, ce service, ce protocole, quels sont les objectifs qui sont visés? Les objectifs visés, c'est, en premier lieu, il y a un échange d'informations, donc on voudrait bien que l'information échangée soit confidentielle. Donc, lui, comme objectif majeur, c'est d'avoir de la confidentialité. Ensuite, c'est même messages qui sont échangés, on ne voudrait pas que ces messages, même s'ils sont confidentiels, c'est que ces messages doivent arriver intacts, c'est-à-dire intègres. Et donc, on vise l'intégrité pour dire que le message qui est envoyé par l'expéditeur arrive au destinataire avec le même contenu qui n'est pas changé. Un troisième objectif, c'est quoi? C'est qu'un destinataire, quand il reçoit un message, il faudrait qu'il s'assure que ce message provient bien de l'expéditeur, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une authenticité du message. Donc, c'est un message qui arrive et on a la possibilité de vérifier que ce message est bel et bien issu de l'expéditeur et donc d'où ce qu'on appelle l'authenticité. Et bien entendu, un quatrième objectif, c'est la non-répudiation. La non-répudiation, c'est quoi? C'est le fait que quelqu'un, quand il fait quelque chose, il ne peut pas le renier. Et donc ça veut dire que si le destinataire reçoit un message de l'expéditeur ne pourra pas renier que ce message provient de lui. Ça, c'est un des objectifs de la sécurité d'une manière générale, et ici celui du PGP. Pourquoi? Parce que quand tu envoies un message, donc ce message-là, bien entendu, il émane d'un expéditeur, et là, on a la possibilité de reconnaître cet expéditeur. Pourquoi? Parce que en général, quand un expéditeur envoie un message, et on a vu l'autre fois que parmi les services de cryptographie qu'on peut utiliser, du chiffrement, c'était la signature. Et donc là, quand un message il est signé, automatiquement, ça engage la personne qui l'a signé. Et donc c'est dans PGP, on utilise ce procédé, c'est-à-dire que les mails qui sont envoyés sont signés, et donc automatiquement, ça permet d'engager l'expéditeur, d'où la non-répudiation, c'est-à-dire que l'expéditeur ne peut pas renier avoir envoyer ce message. Pourquoi? Parce que quand on signe, en général, on signe avec la clé privée. Or, la clé privée, elle est secrète et elle appartient uniquement au propriétaire de la clé. Et donc, si on signe ce message avec cette clé privée, ça veut dire tout simplement, c'est cette personne-là qui a envoyé ce message. Alors, ces différents, je dirais, objectifs, comment PGP arrive à les atteindre? Il arrive à atteindre ces objectifs en utilisant le chiffrement asymétrique. C'est-à-dire que dans son processus, on le verra par la suite dans l'algorithme de PGP,
c'est que ce protocole utilise le chiffrement asymétrique, donc en termes de clé publique, ce qui voudra dire qu'à un moment donné, il va chiffrer les messages avec la clé publique du destinataire. Et donc là, quand on chiffre un message avec la clé du destinataire, on sait que ce destinataire-là, il est le seul à pouvoir déchiffrer. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui possède la clé privée associée. Donc, quand on chiffre avec sa clé publique, lui seul pourra déchiffrer ce message, d'où ça permettra d'assurer la confidentialité du message. Donc là, on est sûr que quand on chiffre le message, seul le destinataire peut déchiffrer ce message. Le deuxième outil qui est utilisé, on avait dit que l'authenticité et la non-répudiation, donc on utilise un mécanisme de signature. Donc la signature qui est utilisée dans le message, c'est grâce à la clé privée de l'expéditeur. Donc l'expéditeur, quand il signe le message, ça veut dire que lui, il s'engage. Et d'un autre côté, c'est quoi? C'est que quand vous allez signer, vous allez aussi assurer l'authenticité. Pourquoi? Parce que la seule personne qui peut signer un message, c'est celle qui est propriétaire de sa clé privée. Et automatiquement, le destinataire, quand le message arrive, rappelez-vous, on avait dit que pour la signature numérique, il y avait deux actions ou deux algorithmes liés à la signature. Il y a un algorithme de génération de signature et il y a un algorithme de vérification de signature. Donc, quand quelqu'un signe un message, grâce à l'algorithme de vérification de signature, on peut vérifier cette signature, ce qui nous permet de dire que cette signature provient bel et bien de l'expéditeur. Alors, pour l'autre objectif qui était l'intégrité, en général, le principe, c'est quoi? C'est d'utiliser les fonctions de hachage. Donc, une fonction de hachage, elle est calculée sur la base du message, et automatiquement, ce message-là, à l'arrivée, quand on vérifie la signature, on vérifie aussi le hachage. Donc, quand vous vérifiez le hachage, c'est que vous avez un haché qui arrive, et vous avez le message qui arrive. L'idée, c'est quoi? C'est juste de prendre le message et de calculer de nouveau le haché. Et vous allez comparer, est-ce que le calcul du haché que vous avez fait à partir du message reçu est le même que le haché qui a été reçu avec le message? S'il y a égalité, cela voudra dire que le message n'a pas subi d'altération, c'est-à-dire que le même haché qui a été reçu, c'est le même par rapport au haché du message que vous avez reçu, et donc d'où l'égalité, ce qui permet d'assurer que la fonctionnalité d'intégrité du message. Alors, autre chose qui est utilisée, c'est le principe de clé de session qui permet justement de chiffrer les messages. Alors ici, la clé de session, la différence par rapport à SSL, on avait dit que dans SSL, il y avait les deux parties qui étaient connectées, et donc elles peuvent négocier la clé de session. Donc ici, l'idée qui est utilisée, c'est quoi? C'est que l'expéditeur va générer une clé de session, et ensuite, cette clé de session, il va elle-même utiliser le mécanisme qu'on a déjà vu, c'est-à-dire l'enveloppe digitale, c'est-à-dire qu'il va prendre cette clé de session, il va la chiffrer avec la clé publique du destinataire. Et donc là, c'est que le destinataire, il va prendre connaissance de la clé de session à l'arrivée du message. C'est-à-dire quand le message arrive, il va arriver associé avec sa clé de chiffrement. Donc le destinataire, il va déchiffrer cette clé de session générée par l'expéditeur et ensuite il pourra déchiffrer tout le message. Alors là aussi, comme remarque, pourquoi on utilise la clé de session? Ben, pour un principe qui est connu, c'est que le chiffrement symétrique, c'est un chiffrement qui est très rapide et donc qui, pour des raisons de performance, on l'utilise toujours
dans les mécanismes d'envoi. Pourquoi? Parce que les mécanismes de confidentialité et de chiffrement asymétrique, c'est vrai qu'elles sont robustes, mais prennent plus de temps. Et donc, si on veut gagner en performance, on est obligé d'utiliser le chiffrement symétrique. Et c'est pour cette raison que PGP a utilisé, comme la majorité des algorithmes et des protocoles qui sont utilisés sur le net, utilisent souvent un chiffrement symétrique pour des raisons de performance, donc pour aller vite. Et donc, on ne prend pas plus de temps parce que ici, dans ce mécanisme, comme bien d'autres, quand vous utilisez le chiffrement, c'est que ce chiffrement, il se fait en deux étapes. Il se fait à l'étape initiale, c'est-à-dire qu'au niveau de l'expéditeur, vous êtes obligé de chiffrer, et une fois arrivé au destinataire, vous êtes obligé de déchiffrer. C'est la même chose que vous avez, par exemple, dans SSL pour le web sécurisé, c'est qu'il y a une information qui est envoyée. Avant d'être envoyée, elle est chiffrée et ensuite, à l'arrivée, elle est déchiffrée. Et donc, il ne faudrait pas que ce mécanisme de chiffrement-déchiffrement gêne l'utilisateur. Et donc, plus le processus de chiffrement-déchiffrement est grand, plus l'utilisateur, donc conséquence directe, l'utilisateur qui va attendre un peu plus. Et là, on sait que souvent, l'utilisateur, la tendance, c'est qu'il ne veut pas attendre longtemps. Donc ça, c'est un peu, je dirais, une caractéristique humaine qui ne veut pas, je dirais, faire de la queue et attendre pour recevoir de l'information. L'idéal, c'est de le servir, l'utilisateur, au plus vite possible. Et donc, dans les solutions, on choisit les solutions qui permettent d'aller vite. Bien entendu, c'est des solutions qui vont vite, mais aussi des solutions, on assure aussi la sécurité. Et c'est pour cette raison que pour la clé, on utilise une clé de session qui est utilisée uniquement une seule fois, et à la prochaine session, on utilise un autre, je dirais, une autre clé, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le principe qui est utilisé dans le mécanisme de chiffrement par le protocole PGP. Et donc là, ça résume les objectifs. En plus de ces objectifs, il utilise un autre mécanisme nouveau par rapport à ce qu'on a vu déjà dans SSL, c'est le mécanisme de compression. Alors, le mécanisme de compression, c'est quoi? C'est que dans ce protocole, on veut utiliser l'envoi des mails. Donc, en général, le mail qui est envoyé donc, peut prendre, je dirais, une quantité d'informations importante. Et donc, quand tout le monde va utiliser ce protocole de communication, ça veut dire que la tendance par la suite, c'est on va saturer la bande passante, puisque plus les messages sont nombreux, plus leur taille est grande, vous allez automatiquement générer beaucoup de flux sur la bande passante. Et donc, par la suite, vous allez encombrer je dirais, la liaison entre les partenaires de communication. Et du coup, vous savez que quand la bande passante elle est surchargée, ce qui arrive en général, souvent, c'est les collisions. Et automatiquement, il y a des paquets qui sont perdus au cours de la communication. Et en général, quand les paquets sont perdus, on est obligé de renvoyer encore les paquets perdus pour pouvoir reconstituer les messages. D'où une perte de temps assez importante. Alors, un moyen de le faire, c'est quoi? C'est d'essayer, pas de réduire les messages des utilisateurs, mais d'utiliser une technique qui permet de réduire le flux du message qui doit être généré. Et là, la technique qui est utilisée, c'est la technique de compression de messages. Alors, cette technique de compression, elle est aussi utilisée déjà, elle est connue dans les systèmes d'exploitation. C'est, rappelez-vous, si on prend Unix, vous avez les fonctions
gzip par exemple, qui permet de zipper un fichier. C'est pour les mêmes raisons, quand vous avez beaucoup de fichiers, ça va occuper énormément l'espace de stockage au niveau de la machine, de votre machine. À un moment donné, si vous voulez améliorer les performances de cet espace de stockage, on a tendance à utiliser la compression des fichiers. Et vous remarquez que sur un certain nombre d'outils de compression des fichiers, parfois on arrive à avoir des performances énormes du style 50% par exemple de compression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un fichier de 2 mégas, quand vous le compressez, il va prendre une taille de 1 méga. Et donc là, ça permettra effectivement de rentabiliser l'espace au niveau de votre machine. Là, c'est la même chose, c'est le même but. C'est au niveau des messages échangés, on va compresser les messages, ce qui permettra par la suite d'utiliser moins de bandes passantes et donc permettre une certaine fluidité des messages sur la bande passante. Alors là, dans la foulée, quelqu'un pourrait dire, tiens, quand on compresse, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va perdre de l'information? Ben, je dis tout simplement non. C'est le même phénomène que vous avez avec les fichiers. Quand vous compressez les fichiers, vous gagnez en espace, mais vous ne perdez rien comme information. Pourquoi? Parce que la technique de compression fait qu'elle va compresser le message, mais elle s'assure quand même que aucune information de votre fichier ou de votre message va être perdue. Donc, c'est juste une manière de représenter l'information. Ça veut dire qu'on va utiliser une manière qui est un peu plus intelligente pour permettre de représenter votre fichier. Donc ça, c'est le principe qui est utilisé dans PGP et qui est utilisé aussi dans n'importe quel outil de compression, tels que les outils de compression de fichiers pour la sauvegarde des fichiers et pour en général les archives aussi, c'est ce qui est utilisé pour avoir des versions archivables. Donc, on a tendance à utiliser les compressions qui permettent de réduire, je dirais, énormément la taille occupée par l'information de base. Donc, vous avez une information et l'idée, c'est de réduire cette information pour permettre une meilleure utilisation de votre service. Et donc là, c'est l'objectif qui est utilisé dans PGP, c'est pour avoir un service qui ne va pas abuser de la bande passante et d'avoir une meilleure rentabilité et donc assurer facilement l'intégrité des messages pour qu'il n'y ait pas de perte de paquets lors de la communication entre le destinataire et l'expéditeur. Donc ça, c'est ce qui résume un peu la philosophie du protocole de PGP en termes d'objectifs, qu'est-ce qu'il vise, et en termes d'outils et de mécanismes qui sont utilisés pour aboutir à ces objectifs. Donc, si vous n'avez pas de questions, je continue sur la lancée pour présenter par la suite le protocole PGP. Donc, si vous avez quoi que ce soit, la fenêtre de conversation elle est ouverte, vous pouvez toujours écrire vos messages, ce qui nous permettra de pouvoir dialoguer et continuer le cours. Alors, on passera maintenant à l'algorithme de PGP. Alors, naturellement, comme vous voyez, l'algorithme, il va être constitué de deux parties, parce qu'on avait dit à l'origine que la communication fait engager deux parties. Vous avez d'un côté l'expéditeur, de l'autre côté, vous avez le destinataire. Et donc là, vous avez un algorithme qui va être utilisé au niveau de l'expéditeur pour constituer le mail, pour assurer les opérations de chiffrement, de signature et autres, jusqu'à arriver à la compression du message et envoyer par la suite ce message
vers le destinataire. Et une fois arrivé au destinataire, c'est là où il va y avoir le travail lié au destinataire, c'est-à-dire que vous allez avoir toute la partie du destinataire qui permet de retrouver le message original tel qu'il a été envoyé par l'expéditeur. Alors, si on prend l'expéditeur, voici qui désire envoyer un message M au destinataire B. Donc là, l'expéditeur A, on a illustré tout à l'heure par Alice pour dire Alice veut envoyer un message à Bob. Et donc, on a l'expéditeur A, Alice, qui représente Alice, et le destinataire B qui représente Bob. Alors, quelle est la démarche à suivre selon le protocole PGP? Alors, regardez, on utilise une fonction de hachage H, ça veut dire que le message, on va lui calculer le haché correspondant à ce message. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, alors rappelez-vous, on a visé l'authenticité du message. Donc ce qui est fait, on va signer le haché qui est obtenu à partir de l'étape 1. Donc dans l'étape 1, on a calculé le haché du message M. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va signer, regardez, la signature avec l'indice A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Alice qui va signer le haché du message M. Ensuite, ce qui va se faire, c'est ce mécanisme de compression. Donc, la compression, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, regardez le résultat obtenu, c'est quoi? Zip, qui permet de dire le mécanisme de compression. Ça veut dire que je vais zipper l'information. Quelle information je vais zipper? C'est cette information-là. Regardez, c'est sig A, H de M. Ça, c'est quoi? C'est la signature du message, du haché du message M. Donc, je vais le signer. Ensuite, vous avez les deux barres. Donc, les deux barres indiquent quoi? Indiquent la concaténation. Ça veut dire que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la signature, je vais mettre juste derrière la concaténation, c'est quoi? C'est juste le mécanisme de mettre l'un à côté de l'autre. C'est ça ce qu'on appelle concaténer deux objets. Concaténer deux objets ou concaténer deux mots, c'est de mettre un mot à la suite de l'autre. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de concaténation. Donc, ça veut dire que là, vous obtenez un nouveau message. Le nouveau message, c'est quoi? Ce n'est autre que la signature du haché du message suivie du message. Donc ça, c'est le nouveau message que vous allez obtenir à la suite de la concaténation. Donc, c'est cette partie de l'algorithme qui consiste à réaliser cette partie-là. Ça veut dire que vous avez le M qui est précédé de sa signature. Et donc là, ça veut dire que je vais avoir un nouveau message composé de la signature de son haché et suivi du message lui-même. Donc toute cette information-là, je vais la zipper, c'est-à-dire quoi? Je vais la compresser. Alors, on verra par la suite comment se font les techniques de compression. Pour le moment, donc, on se met en tête qu'on a un mécanisme de compression, ça veut dire que ce message-là, qui est assez grand, on va essayer de le réduire en termes de taille. Donc, comment le faire? C'est ce qu'on verra par la suite, à la suite du cours. Mais pour le moment, il faut garder ça en tête que j'ai ce mécanisme qui me permet de réduire la taille de ce message. Et ce message-là, c'est pour ça que je l'ai appelé CM, qui veut dire Compressed Message. Donc, c'est un message qui est compressé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de cette opération-là, je vais obtenir un message qui est compressé. Donc, je répète, ce message compressé, c'est quoi? Ce n'est autre que la signature du haché du message, concaténé au message, que je vais compresser. Et donc, j'obtiens un nouveau message qui est le CM, à savoir, c'est-à-dire le message compressé. Ensuite, ce qui est fait, c'est que l'expéditeur, il va choisir une clé de session K. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va chiffrer le message compressé qu'on a obtenu à l'étape 3
il va le chiffrer avec la clé de session qu'il vient de générer. Donc, je vais utiliser cette fonctionnalité qui est EKCM. EKCM, qui veut dire quoi? Encryption using the key du message CM. Ça veut dire que je vais compresser le message, je vais chiffrer le message CM en utilisant la clé de session qui vient d'être générée par l'expéditeur. Et donc là, ça veut dire que je vais obtenir un message. Donc, si vous regardez ici, vous avez un message qui est à la fois, je dirais, compressé, puisque c'est ce qu'on a obtenu dans l'étape précédente. Donc, un message qui est compressé. Et ensuite, ce que je fais dessus, je vais chiffrer ce message compressé. Et donc là, c'est ce qui permet effectivement de pouvoir assurer la confidentialité du message. Pourquoi? Parce que ça, c'est un message qui est chiffré. Alors, dans l'étape suivante, ce qu'on va faire, c'est cette clé de session qui est générée par l'expéditeur. Il faudrait que le destinataire prenne connaissance de cette clé, parce que s'il ne prend pas connaissance de cette clé, il ne pourra jamais déchiffrer le message qu'on a déjà chiffré à l'étape 4. Et donc, l'expéditeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chiffrer cette clé de session par la clé publique du destinataire. Et donc, quand vous chiffrez la clé de session par la clé publique du destinataire, vous êtes sûr que personne ne peut déchiffrer cette quantité. Le seul qui peut déchiffrer cette quantité, c'est quoi? C'est celui qui possède la clé privée associée à cette clé publique. Et donc là, quand je vais chiffrer avec, Alice va chiffrer ce message, cette clé de session avec la clé publique de Bob, seul Bob peut déchiffrer ça grâce à sa clé privée, parce qu'il est le seul à posséder la clé privée. Ensuite, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que j'avais dit que vous avez votre message qui est chiffré, on va dire par la clé de session, et on va faire la même chose, on va faire la concaténation avec le chiffrement de la clé de session. Et donc ça, c'est pour obtenir un nouveau message. Donc là, vous voyez qu'au fur et à mesure, comment on arrive à constituer notre message qu'on va envoyer au destinataire. Donc, on est passé du début à travers le message, on a calculé son haché, on a on a fait la signature de ce haché, on a fait la concaténation avec le message, on a compressé le message, on a créé la clé de session, on a chiffré le message qui est à la suite de la concaténation. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a chiffré la clé de session et on a concaténé le message chiffré et la clé de session qui est chiffrée. Et à partir de là, on va générer le message. Alors, pour générer le message, on va utiliser une certaine représentation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez que dans le net, on n'envoie pas le message en entier. En général, le message, quand il est envoyé, il est fragmenté. Donc, vous ne pouvez pas envoyer un message en entier. Vous êtes obligé de le fragmenter. Alors, pour pouvoir le fragmenter, voici la technique utilisée par PGP. C'est une technique qui s'appelle le Radix 64. Ça veut dire qu'il va utiliser ce mécanisme pour permettre de décomposer le message en plusieurs fragments. On va voir par la suite la technique, comment arriver à décomposer votre message en plusieurs fragments grâce à cette technique qui est utilisée par PGP pour pouvoir décomposer le message en entier, parce qu'en général, le message, il a une certaine taille, et vous savez que la communication sur Internet, elle se fait par paquet. Et donc là, il va falloir décomposer votre message en paquets.
Un moyen de le faire, c'est d'utiliser cette segmentation radix qu'on verra dans la suite du cours. Et une fois que c'est fait, c'est ce message, il va être envoyé en utilisant la technique d'Internet, qui est la technique de paquet ou segment, qui est envoyé au destinataire. Et là, par la suite, vous devinez un peu que c'est le travail qui est fait au niveau de l'expéditeur. Donc, au niveau du destinataire, d'une manière intuitive, vous allez voir que c'est un peu, si je considère tout cet algorithme au niveau de l'expéditeur comme étant une fonction, ça veut dire qu'au niveau du destinataire, vous allez deviner que le destinataire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la fonction inverse, c'est-à-dire que essayer de reconstituer le message et bien entendu de vérifier l'authenticité du message, son intégrité, etc., etc. Et donc là, le destinataire va faire l'opération inverse de tout ce qu'a fait l'expéditeur pour pouvoir retrouver le message original qui a été envoyé par l'expéditeur.